Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur LCP comme chaque week-end. C'est Grand Écran, un film suivi d'un débat en partenariat avec France Inter. Et aujourd'hui, une enquête déroutante dans les coulisses de ces grands groupes qui fabriquent vos médicaments. Et si l'industrie pharmaceutique fabriquait toujours plus de pilules, de vaccins, quitte à inventer aussi de nouvelles maladies dans une pure logique de business? C'est en tout cas la démonstration du documentaire que vous allez découvrir dans quelques secondes. Il est signé Sophie Bonnet. Il nous emmène, vous allez le voir, aux États-Unis, en France, dans des grands congrès de médecine où on va voir que certains grands professeurs hospitaliers semblent très proches des fabricants de comprimés. Et tant pis, vous allez le voir aussi, si ces médicaments sentent parfois un peu le soufre, comme ces nouveaux remèdes anti-cholestérol, anti-cancer du col de l'utérus, anti-frigidité, anti-obésité, mal testés, à l'efficacité souvent non démontrée et dans certains cas aux effets secondaires graves. Alors juste après le film, place au débat comment éviter l'overdose de médicaments. J'aurai en plateau avec moi deux grands spécialistes du sujet, mais tout de suite donc c'est le film, le nouveau jackpot des laboratoires pharmaceutiques. À tout à l'heure pour le débat, je compte sur vous. Des monsieur tout le monde qui explosent de joie en pleine rue. Ces cinquantenaires bedonnants ont vaincu l'impuissance. Le remède miracle s'appelle Viagra. Le message de la pub est clair. Avec le Viagra, nous pouvons tous devenir des champions de la performance sexuelle. Avec sa petite pilule bleue, la société américaine Pfizer a atteint le nirvana des labos pharmaceutiques. 10 € le comprimé, 625 millions de comprimés vendus depuis le lancement en 1998. Au total, le Viagra rapporte 1,7 milliard de dollars par an à Pfizer. Un véritable jackpot pour l'industrie pharmaceutique. Et ce n'est pas le seul. Nous consommons de plus en plus de médicaments et les labos ont très bien compris comment nous faire avaler la pilule. Porte-Maillot à Paris, le Palais des Congrès. En ce jour de juillet 2009, s'ouvre le 3e congrès mondial de médecine sexuelle, la plus importante manifestation du genre. Ce congrès n'est pas ouvert à tous les journalistes. Après des semaines de négociations, nous avons obtenu une autorisation de tournage. Des centaines de sexologues sont venus du monde entier. Pendant 5 jours, des dizaines de conférences sont organisées dans des amphithéâtres. Mais le prestigieux congrès mondial de médecine sexuelle est aussi une grande foire aux médicaments. Dans le hall, tous les grands laboratoires pharmaceutiques ont installé leurs stands. Avec le Viagra, les labos ont découvert un nouveau jackpot, le sexe. Et cette année, le nouveau médicament qui fait fantasmer tous les participants au congrès, c'est le Viagra féminin. Le laboratoire qui est en pointe sur ce Viagra féminin s'appelle Boehringer Ingelheim. La molécule miracle, un antidépresseur, pourrait arriver sur le marché en 2012. Le médicament est encore en phase de test. L'industriel n'a donc pas le droit de communiquer sur son Viagra féminin. Vous avez des nouvelles molécules, des nouvelles choses qui vont sortir au niveau médicaments? On a des médicaments dans notre pipeline. Et ici, au niveau du groupe, on peut en parler. À quoi peut bien servir ce stand si les commerciaux du laboratoire n'ont pas le droit de parler de leur futur remède miracle? La réponse se trouve dans les écrans plasma. À défaut de pouvoir parler du médicament, le laboratoire communique sur la maladie. Ne parlez plus de frigidité féminine, il faut dire dysfonctionnement sexuel féminin. Et celle qui en parle le mieux, c'est cette sexologue américaine appointée par le laboratoire Boehringer Ingelheim. Le trouble du dysfonctionnement sexuel féminin peut être classé en 4 catégories. Le manque de désir sexuel, le manque d'excitation sexuelle, les troubles de l'orgasme et les douleurs lors des rapports sexuels. La baisse de désir sexuel est un trouble médical. Une américaine lambda raconte ses difficultés sexuelles et tente de nous convaincre que le dysfonctionnement sexuel féminin est une vraie souffrance à soigner au plus vite. Et voilà, ça m'aurait vraiment aidé si le médecin m'avait posé la question et avait abordé le sujet. J'aurais aimé pouvoir répondre à une sorte de questionnaire. Mais ce discours ne fait pas l'unanimité. Léonore Tiffer est sexologue.
Elle est venue de New York pour assister au congrès. Depuis des années, elle dénonce l'emprise des firmes pharmaceutiques sur la sexualité. Quand ils parlent de dysfonctionnement sexuel féminin, c'est une façon de créer un marché. On peut dire qu'ils inventent une maladie, ils savent très bien comment préparer le marché à l'arrivée de leurs médicaments. Ils n'ont pas le droit de parler de leurs médicaments tant qu'il n'est pas homologué. Alors dans ce congrès, ils communiquent sur la maladie. Ils ont communiqué d'une certaine façon il y a un an et ils communiqueront autrement dans un an. Selon le très sérieux JAMA, le journal de l'Association médicale américaine, 43% des femmes seraient aujourd'hui touchées par le nouveau syndrome du dysfonctionnement sexuel féminin. Cette étude, publiée en 1999, a fait grand bruit. Seul problème, parmi les 3 experts qui ont rédigé l'étude, 2 étaient très liés avec l'industrie pharmaceutique. 43% de femmes malades de dysfonctionnement sexuel, ce chiffre astronomique fait bondir le sexologue français, Jacques Weinberg. Même pour gagner sa vie, il faudrait quand même que les laboratoires aient un peu d'éthique. Comment est-ce qu'on peut oser lancer des chiffres comme ça, qui voudraient dire que 43% des 6 milliards d'individus qui sont sur ce globe ont ce type de problème? Selon Jacques Weinberg, seulement 5 à 8% des femmes seraient concernées par une baisse de désir. Et pour le sexologue, cela n'a rien à voir avec une maladie. La première chose que je dis, que je réponds à une femme qui me dit « je n'ai pas de désir », en quel honneur auriez-vous envie? Et vous auriez envie de quoi? Et de qui? Vous avez le droit de ne pas avoir envie. Si ce qu'on vous met dans l'assiette ne vaut rien et est avarié, enfin, ça voudrait dire que les performances masculines sont d'une telle qualité, ça se saurait, hein. Depuis 40 000 ans, je crois qu'on a souvent dit le contraire. Ça voudrait dire que les hommes sont d'une telle qualité érotique que les femmes n'auraient pas le droit de s'y refuser. Scandaleux. Scandaleux. Je ne comprends même pas que des femmes sexologues, ou alors elles sont achetées vraiment très cher. Retour porte-maillot au Congrès mondial des sexologues. Un homme dénonce les relations dangereuses entre laboratoires pharmaceutiques et médecins. Raymond Ian est un journaliste australien qui travaille pour le British Medical Journal, une revue de référence internationale dans le monde de la santé. Je pense que ce congrès médical est caractéristique de beaucoup de réunions scientifiques. Ce que l'on voit est qu'ici les médecins et les laboratoires pharmaceutiques sont très proches. Vous voyez presque apparaître une troisième entité dans ces congrès. Les stands commerciaux des laboratoires sont placés juste là, où les médecins viennent déjeuner et prendre des cafés. À l'intérieur du congrès, vous croisez partout les employés des compagnies pharmaceutiques. C'est un vrai problème, le mélange des genres entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Sad Khoury, l'organisateur du congrès, lui assume tout à fait la présence des labos au milieu des médecins pour promouvoir les futurs médicaments. Dans la vie, la demande appelle l'offre, oui. Mais l'offre façonne la demande aussi. Et donc, c'est interactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un médicament qui sort, voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont souffrir de ce symptôme. C'est-à-dire qu'ils vont se rappeler qu'il y a un moyen. Avant, ils se disent, il n'y a rien, il vaut mieux que j'oublie cette histoire. Voyez. Mais quand ils se disent, bah, dis donc, il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer ma situation. Voyez. Donc, et c'est partout dans la vie. Il n'y a pas un risque de médicaliser complètement la sexualité? C'est pas un risque, hein. C'est une évolution normale. Un autre trouble sexuel est à l'honneur lors de ce congrès, l'éjaculation précoce. Et cette fois, le médicament existe. Le laboratoire américain Janssen Cilag présente son médicament vedette, le Privilegy. Cet antidépresseur, censé soigner l'éjaculation précoce, a déjà été lancé dans 7 pays européens. Et il arrive en France. Dans un amphithéâtre, le laboratoire a réuni des dizaines de sexologues de toutes nationalités pour présenter le médicament. Selon le laboratoire, 1/3 des hommes seraient atteints d'éjaculation précoce. À la tribune, le spécialiste français Jacques Buvat
Au nom du laboratoire, ils vantent les mérites du médicament. Pourquoi est-il important de soigner l'éjaculation précoce? C'est surtout en raison des conséquences négatives de ce trouble. Comme vous pouvez le voir, nous avons réalisé une étude sur plus de 1500 hommes américains éjaculateurs précoces. Et nous avons vu que ce trouble leur causait un stress considérable. À la fin de la conférence, nous essayons d'en savoir plus auprès du docteur Jacques Buvat. Vous pensez que ça peut être le même type de révolution que ce qu'on a connu pour le Viagra? Absolument, puisque finalement, les problèmes d'éjaculation prématurée sont plus fréquents que les problèmes d'érection. C'est quand même des marchés qui peuvent être très importants. Oui, si on le considère en termes de marché, oui. Mais je dirais que c'est avant tout répondre à une souffrance qui existe, qui est cachée, parce que c'est un problème qui est vécu comme honteux par les hommes. C'est une possibilité d'aider quand même une partie très importante de la population. Alors, le Prodigy, remède miracle? Pas si sûr. Aux États-Unis, il n'a pas été homologué car les autorités considèrent que son efficacité n'est pas prouvée. Selon 2 études européennes indépendantes réalisées par des médecins en 2009, le Prodigy serait inefficace dans 70% des cas et il provoquerait des effets secondaires importants: anxiété, nausées, syncope. Jacques Weinberg, le sexologue français, va encore plus loin. Pour lui, ce traitement est inutile et dangereux. On veut outrepasser les lois biologiques qui font de nous des êtres sexués. Et une des lois biologiques que personne ne veut accepter comme étant indispensable, c'est l'éjaculation précipitée. Les mâles n'ont droit, par nature humaine, qu'à quelques secondes de coït. C'est donc contre nature qu'un homme va pouvoir faire durer un coït. Ce n'est plus naturel. Et nous allons mettre sous médicaments psychiatriques des gens normaux. Dysfonctionnement sexuel féminin, éjaculation précoce, ces 2 troubles sont étiquetés comme maladies mentales depuis 1994. Ils sont en effet répertoriés dans la Bible des maladies mentales, un ouvrage américain appelé DSM. En français, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. À sa création dans les années 50, le DSM listait 60 maladies. Au fil des ans, il a été enrichi et en compte aujourd'hui 400. Des maladies psychiatriques, les plus graves comme la schizophrénie ou la psychose, aux plus discutables comme la timidité ou la peur de rougir, classées sous l'étiquette phobie sociale, traitement préconisé, des antidépresseurs. New York aux États-Unis, direction la prestigieuse faculté de Columbia. Le professeur Linberman est psychiatre. C'est lui qui dirige la rédaction du fameux DSM. Pour lui, ce catalogue de nouvelles maladies mentales est un outil formidable. Le DSM est effectivement une bible de référence en ce qui concerne les troubles psychiatriques. C'est un ouvrage vraiment primordial. En fait, c'est probablement le document le plus important pour la pratique de la psychiatrie moderne. Le marché des nouvelles maladies mentales est en pleine explosion. Comme souvent, les États-Unis ont lancé le mouvement. Nous sommes à Washington. Ce soir-là, nous avons rendez-vous à la très chic clinique privée Ross Center. Nice to meet you. I'm Sophie. La directrice, Jennifer Cameron, croit beaucoup aux nouvelles maladies mentales. Alors des phobies, des angoisses, elle en découvre tous les jours. Les gens peuvent être atteints par l'angoisse d'un bouton ou l'angoisse des fleurs, n'importe quelle angoisse, créée par des choses auxquelles on ne pense pas, qui normalement ne sont pas effrayantes, mais qui peuvent le devenir. Vous pouvez être atteint de phobie pour n'importe quoi, n'importe quel objet. Et pensez-vous qu'il existe des nouvelles maladies qui n'ont pas encore de nom? Oui, c'est sûr, il y en a. Il faut savoir se montrer créatif. Mais à quel genre de maladie pensez-vous? Il y a des maladies mentales qui vont pouvoir apparaître cette année. Je ne sais pas, l'angoisse du réchauffement de la planète, l'angoisse de ne pas manger bio,
Je suis sûre qu'il y a bien d'autres maladies et angoisses qui vont se développer. L'angoisse d'attraper la grippe A, par exemple. Je suis sûre que nous allons avoir des nouveaux patients qui vont être atteints de ce trouble, des troubles de santé liés à l'angoisse d'attraper cette grippe. Retour à New York. Jeffrey Lieberman termine actuellement la rédaction de la prochaine version du DSM qui sortira en 2012. Il y travaille avec 300 autres psychiatres américains. La nouvelle version du DSM va inclure des nouvelles maladies. Elle pourra inclure par exemple le trouble explosif intermittent qui est de plus en plus fréquent dans nos sociétés. C'est lorsque quelqu'un a une crise de nerfs. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un vous coupe la route, vous vous arrêtez et vous sortez de votre voiture pour agresser le conducteur qui est en face de vous. Et cela va être classé dans la liste des maladies mentales? Oui. Par exemple, la promiscuité sexuelle. Est-ce que le fait d'être très actif sexuellement, d'avoir plusieurs partenaires ou plusieurs histoires, est-ce que c'est un problème? Peut-être que ça doit être classé dans la liste des troubles mentaux. L'énervement au volant ou l'infidélité bientôt classée en maladie mentale. Et comme toujours, le traitement préconisé par le DSM sera à base d'antidépresseurs. Ce qui fait polémique, c'est que les psychiatres qui rédigent le DSM ont le droit de percevoir jusqu'à 10 000 $ par an des laboratoires. Jeffrey Lieberman ne nie pas les liens entre les experts et l'industrie pharmaceutique. Mais pour lui, il est logique que les labos utilisent le DSM pour vendre des médicaments. Nos diagnostics sont établis de façon à permettre à l'industrie pharmaceutique de développer des traitements et de vendre plus de médicaments. Trouver de nouvelles maladies et donc de nouveaux patients, ce phénomène économique est désormais identifié aux États-Unis et il a un nom, le disease mongering. On pourrait traduire cela par l'invention de maladies. Ray Moynihan, le journaliste du British Medical Journal, a écrit plusieurs ouvrages sur cette nouvelle stratégie de l'industrie pharmaceutique. Inventer des maladies permet de faire évidemment plus de profit. Créer des maladies, cela revient à faire croire à des gens sains qu'ils sont malades. En élargissant les critères des maladies, on fait en sorte que les hauts et les bas de la vie quotidienne deviennent les symptômes d'une maladie, tout cela dans le but de prescrire beaucoup plus largement des médicaments. Il y a différentes méthodes pour cela. Il y a plusieurs années, le directeur exécutif de Merck, l'un des plus grands laboratoires au monde, a dit que son rêve était de vendre des médicaments à tout le monde, pas juste aux malades. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Les compagnies pharmaceutiques ne ciblent plus seulement les malades, mais également les gens bien portants, parce que le marché est bien plus large. Une autre astuce des labos pour booster leur chiffre d'affaires consiste à recycler de vieux médicaments. L'exemple récent le plus incroyable est celui du Xenical. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. Le Xenical est un traitement anti-obésité qui existait depuis 10 ans. Mais il ne s'est jamais bien vendu. Les médecins le prescrivaient peu car ils jugeaient son efficacité limitée. Mais en 2009, le laboratoire anglais GlaxoSmithKline a une idée de génie. Il rachète la molécule du Xenical à son concurrent, le laboratoire Roche. Xenical devient Ali. Nouveau nom et nouveau packaging plus coloré. La dose contenue dans chaque comprimé est divisée par 2. Un médicament moins fort, donc plus besoin de médecin ni d'ordonnance. On va chercher sa boîte directement chez son pharmacien. 60 € la boîte non remboursée par la Sécu. Pour le lancer en 2009, énorme campagne de pub. Tous les médias embrayent. Toujours à propos de santé, c'est aujourd'hui qu'arrive dans les pharmacies la première pilule anti-obésité sans ordonnance. La première pilule anti-obésité débarque en pharmacie, titre Le Parisien sur 2 pages. La pilule qui fait fondre, s'interroge Marie-Claire. Les médias en fait ne précisent pas qu'il s'agit d'un vieux médicament recyclé. Ali se transforme en phénomène de société.
Le laboratoire GlaxoSmithKline a réussi son coup. On ne parle plus d'obésité, mais d'une toute nouvelle solution pour maigrir. C'est le jackpot. Dès le premier mois, 140 000 boîtes sont vendues, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a une grosse demande sur la liste, comment ça s'est passé? Je dirais que tout le bruit médiatique qu'il y a eu autour du produit a généré pas mal de demandes, hein, et en tout cas de l'intérêt de la part des gens, hein, aussi bien de la part des gens qui étaient concernés, hein, que de la part de sujets qui n'étaient pas du tout concernés mais qui avaient entendu parler du produit, qui voulaient savoir de quoi il s'agissait. En court-circuitant les médecins et en s'adressant au grand public, le laboratoire a réussi son pari, faire d'un médicament oublié une affaire très profitable. Le plus souvent, ce sont sur les médecins que reposent les ventes de médicaments. Plus le médecin prescrit, plus l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent. Certains laboratoires tentent donc d'influencer les médecins et pour cela, ils disposent d'alliés précieux, les visiteurs médicaux. Ils sont 20 000 en France, comme Marie. Pendant plus de 10 ans, Marie a été visiteuse médicale pour 3 grands laboratoires pharmaceutiques. Son rôle, présenter les nouveaux médicaments aux médecins et, si possible, les convaincre de les prescrire aux malades. Marie a quitté le secteur pharmaceutique en 2007 et elle dénonce aujourd'hui les dérives de son métier. On répète mot à mot, à la virgule près, le discours du laboratoire. C'est une information qui est formatée par le laboratoire au préalable, qui met en valeur le médicament et qui parle efficacité, confort, qualité de vie, mais très peu d'effets secondaires, très peu de précautions d'emploi, très peu de... Ouais. Et on vous demande de choisir principalement les médecins qui prescrivent le plus? C'est très clairement noté noir sur blanc, oui, dans toutes nos directives. On a ce qu'on appelle un ciblage. On a un ciblage de médecins, donc c'est là où les choses commencent à être aussi de moins en moins éthiques vis-à-vis du métier, c'est-à-dire qu'on classe les médecins. Les médecins font partie des A, des B, des C. Les médecins les plus gros prescripteurs sont en classe A, les médecins les moins prescripteurs sont en classe C. Et on vous demande évidemment de mettre la pression sur les classes A, les plus gros prescripteurs. Parce que c'est eux qui vont être générateurs de prescriptions et de nouveaux patients, quoi. Selon le ministère de la Santé, qui a rédigé une charte, les visiteurs médicaux sont censés faire de l'information aux médecins et non de la vente de médicaments. Mais pour Marie, la réalité est tout autre. Normalement, dans la charte de la visite médicale, on vous demande de ne pas faire de vente. Dans la charte de la visite médicale, il est bien expliqué noir sur blanc que le délégué médical n'est pas un commercial. On doit faire de l'information médicale. Et dans la réalité, c'est l'inverse. Donc on fait de la vente. Purement de la vente, on a un objectif de visite, on cherche un engagement à la prescription et on doit sortir du cabinet en ayant 1, 2 patients supplémentaires mis sous le médicament qu'on représente. Et si on n'a pas cet engagement à la prescription, on est considéré comme n'ayant pas fait son travail. Marie nous montre ses fiches de formation, un véritable petit manuel de VRP. Le bon visiteur médical doit savoir décoder les signaux d'achat du médecin face à un nouveau médicament. Sur ce schéma, le médecin tout en haut présente des résistances. Le visiteur médical va donc devoir l'amener au déclic d'achat. La construction de la vente est détaillée. Le médecin est défini comme un client. Petit conseil au visiteur médical, le vendeur trop pressé manque ses ventes en demandant au client d'acheter quand il n'est pas encore prêt. Grâce à ces méthodes de vente bien rodées, Marie parvenait à faire prescrire jusqu'à 2 500 000 € de médicaments chaque année. Régulièrement, lors de ses tournées, Marie était suivie par son directeur régional. Dans son évaluation, il l'encourage à continuer à faire preuve d'agressivité commerciale pour tenir les objectifs. Le directeur régional marque « J'ai vu aujourd'hui des visites toniques, avec presque de la générosité nécessaire pour convaincre, et avec le ton de la découverte. C'est super. Voilà le deuxième moyen d'atteindre nos objectifs. On arrête d'être tendre, et on n'oublie pas que 9 boîtes au lieu de 10 ne changent rien dans l'esprit du médecin, mais pour nous, c'est 10% en plus. » En France, chaque médecin généraliste reçoit en moyenne une dizaine de visiteurs médicaux par semaine. Mais pas le docteur René Guirette. Lui, comme environ 5% des médecins français, refuse tout contact avec les laboratoires
et critique les liens étroits entre médecins et industriels. C'est excellent. Je ne dirais pas qu'on est vendu à l'industrie pharmaceutique, je dirais qu'on est marié à l'industrie pharmaceutique. On est marié parce que c'est un partenariat, ce que nous a fait croire l'industrie pharmaceutique, tout petit quand on est d'externe à l'hôpital. Donc on travaille en partenariat, on est partenaire. Partenaire, pour l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, c'est intéressant, mais pas pour nous et pas pour le malade, c'est certain. Pourquoi ? On est constamment sous influence. D'abord parce que l'industrie pharmaceutique s'est immiscée absolument partout dans le système médical français, aussi bien à l'hôpital que dans les revues médicales, absolument partout. Dans les cabinets, ils viennent bien sûr, et ils nous donnent une information qui est évidemment complètement biaisée, c'est évident. La visite médicale n'est qu'une représentation commerciale des laboratoires. C'est Disneyland et le Club Med réunis, l'industrie pharmaceutique. Les médicaments, ce sont des bonbons qui vont résoudre les problèmes et il n'y a pas d'effet secondaire, bien entendu. Et le traitement que les médecins prescrivent le plus, ce sont les médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français en prennent quotidiennement. Un énorme enjeu économique pour certains labos qui cherchent en permanence à élargir leur marché. Le cholestérol, c'est la graisse qui bouche les artères. À long terme, cela peut provoquer des infarctus. Bon anniversaire. Attends déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? En 2003, dans cette pub financée en partie par le laboratoire Pfizer, les industriels n'y vont pas par 4 chemins. Le cholestérol peut vous envoyer à tout moment aux urgences. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident. Au même moment, une campagne d'affichage est encore plus alarmiste. Le cholestérol peut vous conduire à la morgue. En 85, les autorités de santé considéraient que le taux de mauvais cholestérol était dangereux au-dessus de 3 grammes par litre de sang. À l'époque, moins d'1 million de Français étaient sous traitement. Aujourd'hui, les autorités de santé ont baissé le taux de mauvais cholestérol admis à seulement 2 grammes par litre de sang. Conséquence, 7 millions de Français se retrouvent aujourd'hui sous traitement, presque 10% de la population. Avec la baisse des seuils pour le cholestérol, les laboratoires pharmaceutiques ont donc multiplié leur vente de médicaments par 7. Hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est ici qu'exerce le professeur Chapman. Cet éminent chercheur en cardiologie anglais est installé en France depuis 30 ans. Il dirige la Fédération française d'artérosclérose. C'est un fervent partisan des médicaments anti-cholestérol que l'on appelle dans le jargon médical les statines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les statines ont été vraiment, je ne veux pas appeler ça un miracle, mais ils nous ont permis de progresser de façon extrêmement importante dans notre possibilité de prévenir les maladies cardiovasculaires. Le fait de baisser toujours les taux de cholestérol admis, il n'y a pas un risque de mettre trop de gens sous statine? Je crois qu'il y a eu des discussions aux États-Unis en exagérant qu'on pourrait mettre des statines dans les lots du robinet. C'est bien évidemment une forte exagération. Ceci dit que on vient de plus en plus vers l'hypothèse que chez des personnes au-delà d'une 50aine d'années, une faible dose de statine peut très probablement protéger le système cardiovasculaire et donner lieu à une meilleure qualité de vie au-delà d'une 50aine d'années. Mais certains médecins contestent que les médicaments anti-cholestérol soient des remèdes miracles. Le docteur Martin Winkler, par exemple, est un chercheur qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelques années, il tenait une chronique médicale sur la radio France Inter. En 2003, il a dénoncé la campagne de communication alarmiste de Pfizer. Moi, je crois qu'il y a un grand principe général en matière de santé qui est si on vous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Il est bien évident que quand vous faites une campagne sur le cholestérol à la télévision en disant il faut que tout le monde se dose le cholestérol, si le médecin, lui, il n'est pas très bien armé pour dire non, ça sert à rien, mais on essaye de vous couillonner,
il va céder. Et c'est très intéressant de faire prendre des médicaments à des gens qui n'ont rien parce qu'ils vont vivre très longtemps, ils vont donc les prendre très longtemps. Le docteur Winkler va plus loin. Pour lui, les médicaments anticholestérol prescrits seraient le plus souvent inutiles. La majorité des gens qui prennent les médicaments anticholestérol en France les prennent pour rien, absolument. Les deux seules catégories de personnes pour lesquelles on a montré que faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose, c'est une première catégorie qui comprend des hommes de plus de 50 ans ayant déjà fait un accident coronarien-vasculaire, c'est-à-dire une angine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire, qui sont obèses, qui sont hypertendus, qui ont un diabète et qui fument. Ceux-là, on sait que faire baisser leur cholestérol, ça sert à quelque chose. La deuxième catégorie, c'est les gens dans les familles de qui tout le monde a un cholestérol très élevé, et on sait que ces gens-là, quand ils ont un cholestérol très élevé, c'est-à-dire 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, c'est une maladie génétique, alors là, ouais, il vaut mieux leur faire baisser leur cholestérol quand même. Toutes les autres catégories de personnes, on n'a jamais montré que le cholestérol, de faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose. Par conséquent, si vous ne faites pas partie de ces deux catégories, qu'on vous donne un traitement pour faire baisser le cholestérol, on vous le donne pour rien. Le docteur Winkler a finalement été remercié de France Inter. Il poursuit désormais ses recherches à la faculté de Montréal. Les médicaments anticholestérol peuvent provoquer de graves effets secondaires. Le plus souvent, ce sont des lésions musculaires. Ainsi, en 2001, 2 médicaments anticholestérol ont été retirés du marché, le Staltor et le Colstat du laboratoire allemand Bayer. Selon les autorités sanitaires, le Colstat a causé la mort de 100 patients dans le monde et 3000 autres souffrent d'effets secondaires très graves. Colette Joly, par exemple, a pris du Colstat pendant 1 an. Vous voyez, là, j'ai pris de la main gauche. Cette ancienne commerciale à la retraite qui vit à Paris a les muscles rongés. Selon ses médecins, le Colstat est responsable de ces terribles séquelles. Voilà. Et j'ai 1 tonne au bout des mains. 1 tonne. Là, au niveau des muscles, vous avez des séquelles encore? Oh, absolument. J'ai un moignon du fait que mon biceps a été coupé en 2, les tendons complètement abîmés, tout le bras, même sur le bras gauche, mais c'est surtout le bras droit qui est très 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 abîmé. Et ça, c'est des effets secondaires que vous avez eu quasiment aussitôt après avoir pris le Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé par avoir mal partout, partout. Et les douleurs musculaires, elles sont venues au bout de combien de temps? Très vite, et ça ne m'a jamais quitté. Vous avez bon espoir d'obtenir quelque chose quand même? Ben, je l'espère bien. Sinon, à quoi bon? Depuis le temps que je me bats, rendez-vous compte? Des années, des années, des années. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Colette Joly fait partie de l'association des victimes de médicaments. Elle se rend chez son avocat pour voir où en est sa plainte contre le laboratoire Bayer. Oh là là! Oh, je ne peux pas ouvrir ma porte. Elle voudrait faire condamner Bayer comme cela s'est passé aux États-Unis. Mais en France, l'espoir d'obtenir réparation est faible. Je peux vous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, 3000 victimes, 1 milliard de dollars. En France, 10 000 victimes, et à ma connaissance, nous en sommes à 0 €. Donc je crois que les choses sont claires. 10 ans plus tard, aujourd'hui, il manque dans l'arsenal judiciaire français, il manque des actions collectives. Donc les laboratoires profitent de ce manque. Ils considèrent peut-être avec leur assurance qu'au bout de 10 ans, les victimes vont se décourager. Aujourd'hui, les statines sont une vraie poule aux œufs d'or pour l'industrie pharmaceutique. Car les médicaments anticholestérol doivent être pris au quotidien pendant des années. C'est une véritable rente. En France, ils rapportent 1 milliard d'euros chaque année au labo. Dans le monde, c'est un marché de plus de 10 milliards d'euros au total. Direction Barcelone, en Espagne. Congrès mondial de cardiologie organisé et financé en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques. 200 stands commerciaux et tout un espace consacré au cholestérol. 40 000 cardiologues sont venus du monde entier. Notre reportage est très encadré. Une chargée de communication nous suit en permanence. Nous devons tourner en caméra cachée les stands des industriels. Pour attirer les médecins sur leurs stands, les labos rivalisent d'imagination.
des flippers et des jeux vidéo qui permettent de gagner des petits lots, des quiz pour gagner des stylos et des agendas promotionnels. What do you have to do to get answer a quiz. Over there, and then I can give you a badge with all this. Ah, okay. That by reducing LDL cholesterol, we are able to also reduce the cardiovascular risk. Dans un amphithéâtre, le laboratoire japonais Kowa présente son nouveau médicament anticholestérol, la pitavastatine. Au micro, John Chapman, l'éminent chercheur en cardiologie que nous avions rencontré à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses frais de déplacement et d'hébergement ont été pris en charge par le laboratoire japonais et devant ses collègues, le professeur fait l'article pour le nouveau médicament. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pitavastatine, un tout nouveau concept. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Delorgeril. Ce cardiologue français, chercheur au CNRS, est reconnu dans le monde entier. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce la prescription abusive de statines. Pour lui, l'efficacité des médicaments anticholestérol est un mythe. Vous montrez les données scientifiques à un adolescent, même pas bachelier, et il arrivera à la conclusion que ces médicaments ne servent à rien sauf à avoir des effets secondaires toxiques. Le docteur Delorgeril réclame la création d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires des statines. Mais il n'a pas beaucoup d'espoir. Il y a 7 millions de Français qui consomment des statines. Imaginez qu'un comité de consensus demain se réunisse et dise ce traitement est inutile et dangereux. Imaginez ce qui va se passer dans la population. On va dire, 1, les experts nous ont trompés, 2, les universitaires sont des incapables, 3, les politiciens ne font pas leur travail, 4, il y a un ministère de la Santé, mais à quoi il sert? Oui, alors c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais c'est vraiment petit pas à petit pas, parce que tout le monde, tous ceux qui ont défendu ces thèses, ces théories, sont pris dans un piège. Au congrès de Barcelone, évidemment, le docteur Delorgeril n'est pas le bienvenu. Il n'a pas été invité à parler du cholestérol. Il devra se contenter d'intervenir sur les bienfaits de l'huile d'olive et du chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas ici pour parler du cholestérol? Parce que toutes les sessions organisées dans un meeting comme celui-ci sur le cholestérol, il est organisé par les industriels des médicaments anti-cholestérol. On ne va pas inviter quelqu'un qui va dire du mal de ces médicaments. Les voix discordantes sur les médicaments anticholestérol sont marginales et inaudibles. En 2010, comme tous les ans, le chiffre d'affaires attendu avec ces pilules est d'environ 15 milliards de dollars. Le dernier jackpot des laboratoires pharmaceutiques, c'est le lancement des vaccins. Car les vaccins permettent de soigner toute la population, du bébé au vieillard, tout le monde y passe. Lors de la récente épidémie de grippe H1N1 par exemple, la France a commandé 98 millions de doses au début de la crise. Chiffre d'affaires initialement prévu pour les firmes pharmaceutiques, 700 millions d'euros. Au final, moins d'un vaccin sur 10 utilisé et une grosse polémique sur le coût et l'intérêt de cette campagne de vaccination. Pour mieux comprendre comment les vaccins arrivent sur le marché, retour sur le lancement d'un autre vaccin, le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant, le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence.
C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Borne y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patients. Tes amis sont vaccinés? Pas de question, mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés. Bon, alors il va falloir leur expliquer. Alors, mais... Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable? C'est un rêve de gynécologue. Le vaccin nécessite 3 injections, donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 €, 360 € pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la sécurité sociale. En France, en 3 ans, plus d'1 million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu, environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Helen Borne reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur. Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité? Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anti-cholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant, mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you. Happy birthday to Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retournée 10 jours à l'université. And the police came to my door. Et la police est venue frapper à ma porte.
Pour me dire qu'il l'avait retrouvé morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du garde d'asile. I have, at this point, 12 Gardasil death cases. Pour le garde d'asile, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes Paralyzed, okay? et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Component to the vaccines. Some people, Chez certaines personnes, some people, cela cause une réaction sévère de type allergique okay? And these people et ces personnes peuvent en mourir. anaphylactic type of reaction in time. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le garde d'asile en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin. Retour en France, nous sommes à Lyon. Ce centre de recherche développe de nombreux vaccins, dont ceux de Sanofi Pasteur. C'est le docteur Yann Lerckmack de Sanofi qui nous reçoit sous la surveillance étroite du directeur de la communication. Il maintient que le garde d'asile est efficace à 70%. Quant au décès suspect, il n'y croit pas. C'est pas parce qu'un effet survient après une vaccination qu'il est lié à la vaccination. Ensuite, il faut mettre des études en place pour s'assurer de la bonne tolérance des vaccins. C'est ça qui est fait depuis maintenant, depuis 2006, avec aujourd'hui plus de 50 millions de doses de garde d'asile diffusées dans le monde, qui permet d'analyser les effets indésirables qui sont rapportés à la suite d'une vaccination. Et aujourd'hui, les autorités, les Américains l'ont fait récemment, les Français encore plus récemment, puisque l'Agence du médicament française a fait un communiqué il y a quelques jours seulement, pour nous dire, aujourd'hui notre analyse nous dit qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables graves, parce que c'est cela qu'on veut surveiller, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves chez les gens vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça c'est essentiel. En France, le garde d'asile a été mis sur le marché par Sanofi Pasteur en 2006. Il a bénéficié d'un soutien actif du ministère de la Santé. Pour que le remboursement du vaccin par la Sécu soit autorisé, il fallait que le comité technique des vaccinations, une instance de 20 médecins dépendant du ministère de la Santé, rende un avis positif sur ce vaccin. Cet avis devait être rendu en avril 2007. Mais en février, 2 mois avant la décision des experts, Xavier Bertrand court-circuite tout le monde. Le ministre de la Santé annonce à l'Assemblée nationale qu'il autorise le remboursement du garde d'asile de Sanofi Pasteur. Je n'ai pas voulu attendre la fin du mois de mars, alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû attendre la fin du mois de mars pour lancer les études auprès de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai déjà fait depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ce qui va nous permettre de pouvoir admettre au remboursement ce vaccin, mais un autre va arriver sur le marché avant l'été, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2007. Mais un mois plus tard, Xavier Bertrand quittera son poste de ministre de la Santé. Pourquoi a-t-il décidé en urgence le remboursement du garde d'asile par la Sécu? Malgré de nombreuses demandes d'interview, il n'a pas souhaité nous répondre. On s'est parlé plusieurs fois à propos d'une demande d'interview de M. Xavier Bertrand. Bertrand attend l'avis d'une autre personne. Donc, je crois qu'il ne se sent pas le mieux placé en fait pour faire quelque chose. C'est quand même ça. Votre documentaire a l'air très spécialisé. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Non, c'est vraiment grand public, c'est pas spécialisé. Ah oui. L'idée, c'est comme c'est lui qui a pris la décision de lancer le remboursement du garde d'asile, c'est vraiment lui qui doit s'exprimer sur ce point. C'est vraiment intéressant qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a lancé le remboursement du garde d'asile sans même attendre l'avis du comité technique de vaccination. Je pense que ce serait vraiment important qu'il puisse... Je vais appuyer, j'attends, il faut en parler à son directeur de cabinet. Sans réponse de Xavier Bertrand, et pour savoir ce qui a motivé le remboursement en urgence du garde d'asile, nous prenons rendez-vous avec le professeur Floret. Ce chercheur est le président du fameux comité technique de vaccination. Concernant l'intervention de Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale,
il ne souhaite pas la commenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavier Bertrand a autorisé le remboursement avant d'attendre l'avis du comité technique de vaccination? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point, mais encore une fois, les experts ont leur rôle, mais le choix est du domaine du politique. Ça vous a pas choqué qu'il n'attende pas l'avis du comité des vaccinations? On n'est pas à quelques semaines près, c'est étonnant. Hein. Je n'ai pas à commenter les décisions des ministres et des politiques. En région parisienne, le docteur Guirette, le médecin qui refuse tout contact avec les visiteurs médicaux, connaît bien l'affaire du garde-asile. Pour lui, le vaccin a été lancé sans étude de grande ampleur pour connaître son efficacité réelle. On aurait dû faire une étude, je sais pas, sur 20 000 jeunes filles, sur déjà 10 ou 20 ans, et voir vraiment l'efficacité de ce vaccin, avec des gens consentants. Or, cette étude n'est pas faite sur des jeunes filles qui sont consentantes du tout. Donc c'est un essai grandeur nature, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le professeur Floret, il n'était pas possible de faire autrement. On reproche à ce vaccin d'avoir un côté expérimental, ça vous paraît pas... Expérimental, le mot est fort, beaucoup trop fort, mais encore une fois, quand on lance un nouveau vaccin, un nouveau produit, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout tant que le produit n'a pas été utilisé à large échelle. Il n'aurait pas été préférable d'attendre un petit peu, encore quelques temps, de savoir un peu mieux ce que donne ce vaccin dans l'avenir avant de le lancer comme ça à des millions de... Non, parce que si on avait vacciné une partie infime de la population, on n'aurait pas pu se rendre compte. En vaccinant toutes les jeunes filles, il sera donc possible de se rendre compte. En mars 2007, 2 mois après Xavier Bertrand, le comité technique de vaccination a finalement rendu un avis favorable sur le garde-asile. Pour information, en 2007-2008, sur les 20 membres du comité, 14 ont déclaré avoir des liens avec le laboratoire Sanofi, c'est-à-dire qu'ils ont participé à des études, rédigé des avis ou ont été invités en congrès par le laboratoire. 14 membres sur 20, dont le professeur Floret. Là, ce qu'on voit dans le conflit d'intérêt actuel du comité technique des vaccinations, c'est que sur 20 membres, il y en a seulement 6 qui n'ont pas de lien déclaré avec le laboratoire Sanofi. Ouais. C'est pas problématique, ça? Tout dépend du type de lien. Le fait d'avoir participé à une étude sans rémunération personnelle, l'industrie fait des choses qui sont des choses importantes. Hein. Quand vous devez autoriser tel ou tel vaccin, ça rentre forcément un petit peu en ligne de compte. Non. Non? Franchement, non. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, remet à Sanofi Pasteur le prix de la recherche pharmaceutique pour son vaccin garde-asile. C'est un grand plaisir, c'est vrai, de me retrouver devant vous pour remettre ce prestigieux prix de la recherche pharmaceutique qu'est le prix Galien, dont la réputation a dépassé nos frontières depuis des années. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, puisqu'il y a quelques années, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique qui s'était vu remettre le prix Galien, et je me souviens encore, comme si c'était hier, de la joie et de la fierté de l'équipe quand nous avions eu ce prix. Donc j'ai un sentiment de très grande fraternité avec les équipes qui sont là ce soir. Et ce succès qui fait honneur à La ministre faisait allusion à ses 12 années passées comme visiteuse médicale dans un grand laboratoire pharmaceutique, AstraZeneca. Expérience qu'elle ne fait pas apparaître sur son CV officiel du ministère de la Santé. Pour Sanofi, le chiffre d'affaires réalisé avec le garde-asile depuis son lancement est d'au moins 350 millions d'euros. En 15 ans, 200 nouvelles maladies ont été répertoriées dans le monde. L'an dernier, le secteur de l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de près de 500 milliards de dollars et 300 nouveaux médicaments ont été lancés sur le marché français. Même en temps de crise, les perspectives restent bonnes. En 2010, l'industrie pharmaceutique envisage une croissance de l'ordre de 4%.
Voilà pour ce documentaire qui évidemment maintenant nous invite au débat. Y a-t-il trop de médicaments invités aux avis j'imagine assez tranchés? Jean de Carvazo, bienvenue à vous. On vous a déjà vu dans cette émission, vous êtes économiste de la santé, puis vous avez notamment été sous François Mitterrand directeur des hôpitaux. Aujourd'hui vous êtes professeur au CNAM et puis on est ravis de vous accueillir. Yann Philippin, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes grand reporter à Libération et vous avez beaucoup travaillé notamment sur le scandale des laboratoires Servier au moment du Mediator. Vous nous rappelez un petit peu ce qu'est votre passif avec le labo Servier? J'ai 2 procédures judiciaires contre Servier. Enfin, plutôt Servier nous a attaqué à 2 reprises. Nous avons gagné les 2 fois. Le journal Libération. Le journal Libération, bien sûr. Et donc ils nous ont attaqué sur 2 points sur lesquels ils étaient très mécontents. Le premier, c'est toutes les menaces et pressions, mais on en reparlera peut-être, qu'ont subi les médecins, hauts fonctionnaires, journalistes qui ont enquêté de trop près sur les médicaments de Servier. Et le second, c'était sur un médicament qui s'appelle le Protelos, où en fait ils avaient caché des cas d'effets indésirables aux autorités. Ils ont été très sévèrement recadrés par l'agence du médicament. Et Servier n'avait pas du tout apprécié que nous dévoilions ce rapport d'enquête que l'agence du médicament avait diligenté contre eux. Et la justice vous a donné raison? Oui, les 2 fois. Bien sûr y revenir à ces moyens de pression, à ces méthodes employées qui sont un peu évoquées dans le documentaire, mais pas complètement. Jean de Carvazo, je sais que vous étiez un peu choqué que la chaîne parlementaire diffuse ce genre de documentaire. Pourquoi donc? Non, pas vraiment. Enfin, oui, tout ce qui est dit dans le film est exact. Bon, et on pourrait en rajouter parce que ça peut être pire. On en parlera tout à l'heure tous les 3. Néanmoins, il faut quand même dire au moins d'un mot que l'industrie pharmaceutique contribue à fabriquer des médicaments et que si la médecine a changé dans le monde, c'est grâce aux découvertes de la médecine, de l'industrie pharmaceutique. Alors que cette industrie fasse des choses tout à fait répréhensibles, condamnables, regrettables, la réponse est oui. Et l'une d'entre elles, d'ailleurs, qui n'est pas évoquée parce que c'est plus abstrait, mais très souvent, la seule chose qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils gagnaient, c'est pas de la recherche, c'est de racheter leurs actions pour augmenter la profitabilité de leurs actionnaires. Donc c'est vraiment une industrie, une grande industrie. C'est aussi malheureusement une industrie corruptrice. Ce qui est dit sur le disease mongering, c'est-à-dire l'invention de nouvelles maladies, est tout à fait exact. Et il y en a d'autres que la sexualité féminine, puisqu'ils ont gagné tellement d'argent avec le Viagra qu'il vaudrait bien recommencer. Il y a des cas dans le domaine de la psychiatrie qui ne sont pas évoqués, où on retrouve ça. Il y a également des influences, alors à mon avis, encore plus lourdes de conséquences dans certains pays du tiers-monde, où on sait qu'ils financent des campagnes qui laissent prétendre que les génériques sont moins bons que les médicaments princeps. Moi, j'ai beaucoup travaillé au Maroc. On a beaucoup de mal à faire en sorte que les génériques puissent être diffusés, alors que ça devrait être quand même le cas. Donc tout ça est exact, mais enfin, moi je fais partie d'une discipline des sciences sociales qui s'appelle l'économie. Et l'économie fait une hypothèse très simple, c'est que les gens ont des intérêts. Donc c'est autant la régulation de l'État que l'industrie elle-même. Il n'en demeure pas moins de Jean de Carvazo que dès qu'on travaille sur ces sujets-là, et nous l'avons bien vu nous en préparant cette émission, on ne trouvera effectivement personne en 2014 pour nous dire non mais vous dites faux, les laboratoires pharmaceutiques travaillent, ils sont au service de la santé des autres. Il y a un consensus aujourd'hui pour reconnaître, pour admettre ces pratiques-là. Alors après, on va plus ou moins loin dans la dénonciation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette industrie ne pense qu'à l'argent. C'est-à-dire que la santé, votre santé, la santé des gens, ils n'ont vraiment rien à faire. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du profit. Alors, ça peut sembler caricatural. C'est ça que j'allais vous poser. Et s'il y a encore des laboratoires qui ont, je ne vais même pas parler d'éthique, qui ont encore le souci de trouver de nouvelles molécules pour répondre à de nouvelles maladies, la recherche contre le cancer, etc. La réponse est non. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui, c'est que personne ne demande à nationaliser les laboratoires. Le problème, c'est que les labos, c'est un énorme gaspillage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui payons via la sécurité sociale ou les systèmes de protection sociale en Europe ou dans le monde, ou des assurances privées. Donc tous ces profits de l'industrie pharmaceutique qui sont colossaux, qui se chiffrent en milliards de dollars, c'est nous qui les payons. Donc à partir du moment, surtout en France, où c'est la collectivité qui paye, c'est la Sécu, on a un droit de regard, on devrait avoir un droit de regard sur ce qui est fait de cet argent. Et donc les labos disent « Ah mais on cherche beaucoup, on dépense des milliards d'euros ou de dollars pour trouver des nouvelles molécules. » Mais le problème, c'est que cet argent est très mal employé. Pourquoi? Parce que les labos cherchent là où il y a du pognon. Ils ne cherchent pas là où il y a des besoins de santé. Ils cherchent là où il y a de l'argent à se faire. Et pour vous donner un exemple qui est celui des statines, donc ces anticholestérols qui sont cités dans le documentaire,
Le premier, les labos, comme c'est un très gros marché, ont fait tout ce qu'on appelle des MeToo. C'est-à-dire qu'il y a eu la première statine, et ensuite tous les autres labos, vu que c'est un très gros marché, ont dépensé beaucoup d'argent pour mettre au point leur statine. Donc aujourd'hui, Alors le MeToo, expliquez bien ce que c'est aux le gens qui MeToo, regardent. c'est vous prenez un médicament innovant, comme le Viagra par exemple, et en fait, comme tout n'est un brevet n'est pas une protection absolue, vous repatouillez la molécule, vous réhabillez un peu différemment. Voilà. Et en fait, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, sinon vous violez le brevet, mais c'est quasiment la même chose. Et donc aujourd'hui, vous avez une dizaine de statines. Donc vous avez des milliards d'euros qui ont été dépensés pour mettre au point ces MeToo, ces copies, pour un intérêt de santé publique nul, parce que le premier suffisait. Et le système est criminel, pourquoi? Parce que quand le labo sort son MeToo, donc cette molécule qui apporte rien de plus que la première, on va lui payer aussi cher que la première. Et donc ça, c'est une incitation des pouvoirs publics pour que les labos dépensent de l'argent là où on a déjà des solutions, au lieu de dépenser de l'argent là où il n'y a pas de solution. Et donc il y a un gigantesque gaspillage de milliards et de milliards d'euros, et qui fait que la recherche pharmaceutique des labos est aujourd'hui complètement stérile. Les statistiques le montrent, il n'y a quasiment plus de grandes innovations. C'est-à-dire que les labos cherchent beaucoup. Ça veut dire qu'elles vont venir d'où, Jean de Cardazo, les grandes innovations en matière de santé dans les années à venir, si ce n'est pas les labos? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Ça viendra des labos, et ça vient d'ailleurs. Mais c'est pas ce que dit notre invité. Si, attendez. On est d'accord, mais je vais le dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 35 ou 40 ans, j'étais des chercheurs à l'école polytechnique et j'ai travaillé sur la cancérologie et la pneumologie. Et j'ai montré qu'il n'y avait aucun lien entre la recherche et les causes de mortalité, en Europe, hein, parce qu'il y a probablement des pays du tiers-monde, c'est pire. Il y avait un lien faible entre la recherche et les causes de morbidité. Et en revanche, un lien très très fort entre la recherche et le marché. Donc, l'industrie pharmaceutique fait de la recherche là où elle peut vendre. Avec autrefois en plus des médicaments qui ont été surprescrits, parce que je reprendrai l'exemple des statines, et notamment sur les hypocholestérolémiants. Il a été démontré il y a très longtemps que en fait ils avaient un effet que si on avait au-dessus de 4 ou 5 grammes, une industrie pharmaceutique dit c'est plutôt 2 grammes, donc elle pousse les médecins à prescrire, il faut que nous parlions des médecins. C'est toute la polémique qu'a lancé le professeur Even, notamment avec son guide des médicaments inutiles. Il a été un discours très virulent contre les statines d'ailleurs. Est-ce qu'il faut aussi dénoncer ce genre de médicaments? Qu'est-ce que vous pensez du professeur Even? J'entends du bien, c'est un vieil ami, mais non, il a raison de dire que les statines sont surprescrites. On aurait tort de laisser penser que les statines sont inutiles. Dans certains cas, elles le sont beaucoup. Alors, si vous voulez, le problème, et pour revenir à notre pays, donc, à mon avis, les grandes découvertes vont venir de la Chine, des États-Unis et peut-être de la France, où on a quand même une grande entreprise mondiale, et des biotechnologies, d'ailleurs, qui mettent beaucoup de temps avant de... Tout ce qui a lancé Sanofi, ça a été des flops... Mais si vous voulez, le gros problème, c'est que dans notre pays, la politique du médicament s'est limitée à autoriser ou ne pas autoriser, et ne s'intéresse pas du tout à la prescription. Alors, si on prend l'exemple du Mediator que nous connaissons tous les deux, on s'aperçoit que non seulement ce médicament était dangereux, mais qu'il était prescrit à 85% en dehors des autorisations de mise sur le marché, données que l'assurance maladie avait, et que les variations de prescription entre les départements français variaient de 1 à 10. Donc, si vous voulez, ce qui est fou, c'est que on ne contrôle pas la nature des prescriptions et qu'on ne distingue pas la position de l'assurance maladie et la position industrielle. C'est ce que font très bien les Anglais. C'est-à-dire la NHS britannique est très très dure, mais par ailleurs, les Anglais ont des grandes entreprises qui financent. Alors, on a l'impression, effectivement, en regardant ce film, en vous écoutant, qu'il y a une sorte de gigantesque comme ça, collusion organisée. On va essayer un peu de découper les différents acteurs de cette grande chaîne de corruption que vous avez l'air de nous décrire. Parlons tout d'abord des visiteurs médicaux dont il est question dans le film. Il y en aurait 20 000 en France. Question très basique, Yann Philippin. Qu'est-ce qui oblige aujourd'hui un médecin généraliste à recevoir des visiteurs médicaux? Rien, mais si vous voulez, les visiteurs médicaux, c'est que l'une des facettes du système. En fait, ce qu'il faut dire pour résumer, c'est que les labos sont organisés de manière militaire, avec énormément d'argent, pour créer la plus grande collusion possible avec les médecins à tous les niveaux. Les visiteurs médicaux, c'est le bas de la chaîne. C'est le bas de la chaîne. C'est les gens qui font l'article, comme un représentant qui viendrait vous vendre des cravates, qui font l'article aux médecins de base. Mais ce qui est
pour moi encore plus dangereux, c'est ce qui se passe à l'échelon du dessus. Avec mais j'aimerais bien voilà. qu'on remonte la chaîne justement. Parlons d'abord justement de ce maillon qui est tout en bas, mais en même temps qui est très important puisque la prescription viendra de là ensuite. Oui, c'est de la pro, c'est simple. C'est qu'un visiteur médical, même si évidemment... Mais qu'est-ce qui fait qu'un généraliste se sent dans l'obligation d'en recevoir quelques-uns, Voilà, je viens juste après. Yann Philippin, puis je vous donnerai la parole à Jean de Carvajal. Le problème, c'est que par manque de moyens, l'État en fait a sous-traité tout ce qui a trait à l'information et même à la formation des médecins au lab. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de sous. C'est-à-dire qu'un médecin, pour se tenir au courant, il est obligé de fréquenter ses visiteurs. Il n'est pas obligé, mais c'est tellement plus simple pour lui de recevoir le visiteur médical qui va être sympa avec lui tenir un discours agréable, plutôt que d'aller se plonger des heures et des heures dans les rapports officiels pour voir si telle ou telle molécule est efficace ou non. D'accord. Donc c'est parce que les médecins travaillent beaucoup, ils n'ont pas forcément le temps de se former, et le problème c'est qu'au lieu de leur donner une synthèse de qualité indépendante, on laisse le privé, les labos faire ce boulot. D'accord avec ça, Jean de Carvajal? Oui, totalement. Et alors, moi, j'ai une idée sur ce sujet depuis 15 ans, que je n'arrive pas avant, mais je vais l'évoquer, qui est de faire, alors pour dire les choses simplement, un Google médical. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est publié 700 000 nouveaux articles médicaux par an. Ouais. La déontologie médicale fait l'hypothèse que les médecins les ont lus, c'est 700 000 articles, donc c'est plutôt rigolo, mais en même temps, ça crée de l'insécurité. Donc mon idée, c'est de passer un accord entre l'assurance maladie et les sociétés savantes pour codifier le savoir médical et permettre aux médecins d'accéder à l'évolution du savoir médical. Bon, pour l'instant, je n'ai pas du tout réussi à vendre cette idée, parce qu'elle est non lucrative, et à mon avis, c'est une des raisons. Donc ce qui a été dit est tout à fait exact, c'est-à-dire que l'échec de la formation continue des médecins se répète convention après convention, et l'assurance maladie a 150 millions dans ce domaine qu'elle ne dépense pas. Il y a la formation continue, et puis il y a ce qui est dit dans le film, à savoir que légalement, le visiteur médical est censé apporter de l'information et non pas vendre, mais que tout le monde sait aujourd'hui qu'ils vendent. Est-ce que l'État, et pourquoi l'État n'utilise pas d'éventuels moyens de contrôle et de sanction pour éviter justement cette intrusion quotidienne de ces 20 000 visiteurs médicaux tous les jours dans les cabinets médicaux français? En fait, ce qu'il faudrait, c'est interdire la visite médicale, purement et simplement. Ouais. Ça, je vais vous donner Pourquoi vous dites que c'est pas possible, Jean de Carvajal, puis je vous redonne la parole juste après? Simplement au nom de réglementation européenne sur le commerce. C'est pas possible. Alors, c'est peut-être pas possible réglementairement, mais la visite médicale, c'est une hérésie. C'est-à-dire qu'on tolère que des agents privés qui ne pensent qu'à la vente aillent contaminer les médecins, et avec un coût énorme pour la Sécu, parce que quand un médecin prescrit mal ou prescrit un médicament trop cher, c'est la Sécu qui paye. Donc ça, c'est une absurdité. Et on en arrive à une double absurdité, qui est que la Sécu a créé un corps de visiteurs médicaux, qui s'appelle les délégués de l'assurance maladie, alors qui sont 5 fois moins nombreux que les visiteurs médicaux du privé, et qui vont voir les médecins pour essayer de contrer l'argumentaire des visiteurs médicaux. Donc vous imaginez, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on a les visiteurs médicaux qui viennent corrompre les médecins, et en leur disant mais prescrivez ça, c'est génial, etc. Et ensuite vous avez le délégué de l'assurance maladie qui passe derrière, qui rame et qui essaye de contrer l'argumentaire du visiteur. Et évidemment c'est la collectivité qui paye, alors qu'on pourrait résoudre le problème tout simplement en supprimant la visite médicale. Et l'autre problème, c'est qu'on a en France la liberté de prescription. Alors les médecins vont me haïr quand je vais dire ça, mais pour moi la liberté de prescription des médecins c'est une hérésie. Pourquoi? Parce que le médecin travaille beaucoup, il est influencé par les labos, même s'il ne veut pas le reconnaître. Or, on a une autorité qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui est l'organisme officiel qui est très bien fait, qui donne les bonnes pratiques en matière de prescription de médicaments, qui, eux, se tapent toutes les études, réfléchissent, se disent... Donc, eux savent que pour le cholestérol, il vaut mieux prescrire pour telle ça maladie, et même pour tel sous-cas de telle maladie, il vaut mieux prescrire ça ou ça, que ça n'est pas très efficace. Ils font des fiches qui sont publiques, tous les médecins pourraient les lire. Et oui, moi j'en ai parlé avec mon médecin, je lui ai dit, mais vous lisez les avis de la Haute Autorité de Santé? Il me dit non, moi je regarde le Vidal. La notice officielle. Et donc, ce qu'il faudrait... Rédigé par le laboratoire pharmaceutique. Et donc, les médecins, il faut qu'ils se rendent compte que ce ne sont pas les plus compétents pour choisir un médicament. Tout simplement parce que ce n'est pas le bon sens du praticien pour choisir un bon médicament. Il faut analyser tous les essais cliniques, toutes les études. C'est un travail de titan que les médecins ne peuvent pas faire. Alors, donc, ce qu'il faudrait, juste pour finir en 30 secondes, c'est qu'il y ait ces avis de la Haute Autorité de Santé et que les médecins soient tout simplement obligés de les suivre. Alors justement, parlons de ces autorités administratives censées être indépendantes de santé, parlons aussi également des ministres de la Santé, en tout cas des autorités de tutelle du monde de la santé. Jean de Carvajal, je vous donne la parole dans quelques instants. J'aimerais bien qu'on raisonne sur le cas concret de ce fameux vaccin contre le col de l'utérus, pour lutter contre le fameux papillomavirus. Il en est question abondamment dans le documentaire. Là, on est sur un cas précis qui semble très grave, en tout cas tel qu'il est raconté dans le film. Un mot d'abord, comment apparaît d'un coup ce genre de vaccin et comment se lance ce genre de campagne de vaccination, Jean de Carvajal?
De manière la plus simple, la plus traditionnelle, c'est-à-dire que une entreprise dit qu'elle a découvert un nouveau vaccin, ce vaccin est testé, c'est assez long et très onéreux, et j'avoue que j'ai demandé à des experts avant de venir, et ce qui est dit, c'est la seule chose contestable du film, me semble-t-il. Beaucoup de gens pensent que ce vaccin est plutôt bénéfique. Moi, je ne suis pas compétent, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas spécialiste du cancer du col, mais je pense que c'est la seule chose contestable du film. Mais je voudrais revenir à deux choses que vous avez dites et que je partage. Signaler quand même qu'il y a une excellente revue où il y a malheureusement que 30 000 abonnés qui s'appelle Prescrire, qui est une revue indépendante. Il y a 200 000 médecins en France, donc il y a 30 000 abonnés, donc même moi je l'ai dit de temps en temps. Et la deuxième chose, réinsister sur ce que vous dites. Vous savez que je me bats avec Didier Sicard et d'autres sur l'accès aux données de santé, justement parce que l'on veut montrer ces très grandes variations de prescription d'une région à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Les médecins ne prescrivent pas de la même façon. Donc il est essentiel aujourd'hui de contrôler des prescriptions. Dans beaucoup de pays au monde, y compris aux États-Unis, pays très libéraux. Mais alors justement, encore une fois, contrôler les prescriptions, très bien. J'aimerais bien vraiment qu'on raisonne sur le cas concret, parce que je pense que comme ça parle davantage aux gens. Mais sur le cas concret, qu'est-ce qui a fait que le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, a d'un coup autorisé, stimulé cette grande prescription, alors qu'on considérait que les tests n'étaient pas finis, pas menés de la bonne manière. C'est ça qui est dit dans l'enquête. Oui, certes, mais enfin, il y a des gens qui pensent qu'il y avait suffisamment de tests et que c'était... Moi, encore une fois, je ne suis pas compétent, parce que les gens que je connais, et dont certains sont très proches de moi, qui sont gynécos, eux sont assez convaincus et assez indépendants du bienfait de ce vaccin. Yann Philippin, sur cette histoire-là, sur cette pratique-là, parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas pourquoi Xavier Bertrand a fait ça, mais ce qu'il a fait est totalement anormal. C'est-à-dire qu'un responsable politique qui n'a aucune compétence scientifique pour évaluer un tel vaccin, il est totalement anormal que le ministre annonce à l'Assemblée nationale qu'on va mettre le vaccin en remboursement, alors même que les experts scientifiques ne se sont pas prononcés. Et d'ailleurs, c'est rarissime. Il n'y a quasiment aucun autre exemple. Donc après, pour le moment, c'est pas aller plus loin, parce qu'on n'a jamais su pourquoi il avait fait ça. Mais en effet, ça pose vraiment question. Il y a aujourd'hui un gigant. D'autant plus que, quand même pour répondre à cette question pour le vaccin, pourquoi ce vaccin est aussi polémique? C'est que d'une part, il y a des effets secondaires très graves, même si on considère qu'ils sont très rares, mais surtout, c'est le rapport efficacité-prix. C'est-à-dire que c'est l'un des vaccins les plus chers. La vaccination coûte plus de 400 €. Et le problème, c'est que d'une part, il n'y a pas de preuve formelle que le vaccin prévient le cancer, parce que ça aurait été trop long à prouver, donc on a dit qu'il prévenait certains signes avant-coureurs du cancer, et surtout, c'est un cancer qui est provoqué par un virus, et il n'est pas efficace sur tous les types du virus. C'est-à-dire que vous vendez un vaccin à prix d'or, très aléatoire. Voilà, avec un résultat aléatoire, parce qu'on sait que ça empêche une partie des sous-types du virus, mais pas tous, donc vous pouvez quand même avoir le cancer. Et donc, et en plus, il y a une méthode elle, très efficace, bien qu'un peu plus archaïque, qui s'appelle le frottis, que toutes les femmes connaissent, et qui, elle, est parfaitement efficace. Et pourtant, dans les cabinets gynécologiques, il y a eu de très grosses pressions des gynécologues. Je pense qu'on a tous en tout cas eu des histoires comme celle-ci, de gynécologues qui vraiment incitaient avec beaucoup de virulence à vacciner les jeunes filles. Alors, ces gynécologues, c'est parce qu'ils ont été convaincus par la campagne, ou est-ce que parce qu'il y avait des intérêts autres? Comment vous voyez les choses tous les deux? Moi, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la méthode des frottis marche très bien, c'est une méthode co-efficace et que le vaccin est discutable, comme beaucoup d'usages. C'est payé très cher un truc qui ne marche pas à tous les coups. Je pose ma question. Ces gynécologues qui ont fait le forcing... Je n'ai pas de réponse à votre question, c'est pour ça que je dis pas. Est-ce que vous auriez C'est qu'en fait, pour tous les médicaments, même les plus pourris, même ceux qui se sont révélés après coup les plus dangereux, vous trouvez toujours ce qu'on appelle les leaders d'opinion, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur la couche du dessus, qui sont des grands médecins hospitaliers, qui sont payés d'une manière ou d'une autre par les labos, soit directement, soit en argent, soit en subvention de recherche, en congrès, en tout ce que vous voulez, en contrat consulting, on voit très bien dans le documentaire, et qui en fait se transforment de facto en tête de gondole. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour faire la promo, des médecins de ville, et qui iront déjà faire du battage dans les médias, à la télé, dans les congrès, pour dire que tout ça est formidable, qu'il faut le prescrire, que c'est génial, que c'est une révolution. À chaque fois que si vous voyez le nombre de révolutions qui ont été retirées du marché, je pense notamment à la Compliade
de Sanofi, par exemple, ou d'autres, le Vioxx, qui a fait des milliers de morts cardiovasculaires des laboratoires Merck, et le Mediator. Et la fameuse pilule anti-obésité dont il est fait mention dans le film, avec d'ailleurs une certaine complicité des médias, puisqu'on voit que les... Pour répondre à votre question, à chaque fois qu'il y a un grand lancement de blockbuster, de médicaments qui doit rapporter au moins 1 milliard d'euros par an, vous avez des médecins qui acceptent de jouer les têtes de gondole pour les labos. Alors eux vous diront qu'ils sont indépendants, que le monde, l'argent qu'ils touchent n'influe en rien leur jugement, mais c'est totalement faux. Pour terminer ce débat, à la fois avec ces polémiques énormes évidemment qu'il y a pu y avoir au moment du Mediator, avec tout ce qu'on lit de plus en plus souvent sur les laboratoires pharmaceutiques, il y a encore eu là tout récemment un scandale Sanofi aux États-Unis, il y a une sorte de discrédit comme ça général qui est porté aujourd'hui sur les professions de santé, en tout cas sur les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi d'une certaine manière sur le milieu médical en général, avec notamment ces grands congrès tels qu'on peut les voir dans ce documentaire. Est-ce que ça change quelque chose dans notre rapport à nous, consommateurs de santé, à notre consommation de santé, Jean de Kervasdoué, ce discrédit généralisé? Oui, malheureusement, parce que les gens, dans ce halo d'informations où apparaissent surtout les informations négatives, les gens ont du mal à faire du tri. Et donc, une des choses très graves qui est en train de se produire en France aujourd'hui, c'est le recul de la vaccination. Qui est pour vous directement lié à tout ce qui est dit sur les scandales de la vaccination? Et puis le débat qu'il y a eu au moment de la grippe H1N1 sur les vaccins réservés aux femmes enceintes avec adjuvant, sans adjuvant. Et malheureusement, ça a conduit pour la première fois, après la canicule 2003, mais en 2012, l'espérance de vie des femmes en France a été constante parce que il y a eu 1 million de personnes, et surtout des femmes, qui ne sont pas fait vacciner. Donc il y a aujourd'hui une remise en question du bienfait des thérapeutiques qui, dans certains cas, sont réels. Et malheureusement, ce halo se produit, et notamment parce que l'État, et parlons de nous, de notre État, de la France, on n'est pas capable de faire le tri, on n'est pas capable de contrôler les prescriptions, on n'est pas capable d'imposer que les normes de la HS deviennent la loi et pas l'exception. Et vous voyez toujours l'image que je reprends sur la petite du médicament, c'est quelqu'un qui va à un concert et dit « C'était comment le concert hier soir ?» Il dit les violons étaient bien accordés. La moindre des choses, c'est que les médicaments sont efficaces. Mais ça ne dit rien du concert. C'est-à-dire que les médecins est un chef d'orchestre qui est thérapeutique ou des instruments, et on voit que ça varie, mais dans des proportions folles. C'est-à-dire que les dépenses de cardiologie, par exemple, par département, en France, ça varie de 1 à 9, vous vous rendez compte, 900%. Le revenu des cardiologues varie de 1 à 3,5. Voilà. Donc on sait qu'il y a des surprescriptions, vraisemblablement des sous-prescriptions, et des prescriptions inadaptées. Donc la base de la médecine libérale qui date de 1927, il serait temps d'y toucher. Est-ce que d'une certaine manière aussi, ce sera ma dernière question, Yann Philippin, ça peut avoir la vertu qu'on accepte moins, j'allais dire, la verticalité de la prescription, justement parce qu'il y a tous ces scandales, parce que ça nous oblige aujourd'hui, en tant que patients, à aller rechercher nous-mêmes l'information médicale, justement parce que le discrédit est lancé sur l'information qu'ont nos médecins de ville. Est-ce que ça peut avoir également cette vertu-là? Moi, je dirais pas que c'est une grande vertu. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à leur traitement, qui cherchent des informations, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que se faire un avis sur un médicament, c'est quelque chose de très compliqué. C'est déjà compliqué pour les professionnels qui sont les médecins. Moi, en tant que journaliste, j'ai dû me plonger dans les études justement pour me faire un avis sur les médicaments sur lesquels j'enquêtais. Quelles sont les sources vraiment fiables alors? Le Vidal, c'est fiable, c'est pas fiable? Non, parce que le Vidal, si vous voulez, c'est la queue de la comète. Le Vidal, c'est l'autorisation administrative. Donc si on veut avoir un vrai avis, il faut se plonger dans les études scientifiques. Et se plonger dans les études scientifiques, c'est quelque chose de très compliqué. Et honnêtement, c'est pas à la portée du commun des mortels. Et donc ce qui est dangereux aussi, la vraie solution, ce serait que le système soit plus efficace. C'est-à-dire que les médecins prescrivent mieux, que le filtre qui sélectionne les médicaments en amont, voilà, que le filtre en amont soit plus efficace, que les médecins prescrivent mieux, parce que honnêtement, le citoyen moyen, c'est extrêmement difficile pour lui d'avoir un avis efficace, et ça peut même être contre-productif, c'est-à-dire d'avoir peur pour rien, des choses comme ça. Donc je pense que malheureusement, enfin, parce que c'est compliqué, ce serait plus aux autorités d'avoir le bon avis. Et ce qui serait mieux, c'est l'amélioration du système. Vous avez voulu apprendre Jean Kervasdoué? Oui, tout à fait. Un chiffre pour finir, c'est-à-dire que si on prescrivait les médicaments en France comme on le fait en Norvège ou au Luxembourg, c'est-à-dire on ferait 270 € d'économie par habitant et par an, c'est-à-dire 18 milliards. Mais parce qu'ils prescrivent comment, en l'occurrence, dans ces pays-là? Ils prescrivent mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, prescrire mieux? C'est-à-dire, s'assurer, si vous voulez en France, par exemple, 90% des consultations sont suivies d'une prescription.
Dans les pays du Nord, c'est 40%. Donc on sait que, et on croit qu'un bon médecin est un médecin qui prescrit, alors que dans les pays protestants, c'est assez catholique. Donc les pays catholiques ne croient plus en Dieu, mais croient beaucoup en la médecine. Les pays protestants, on croit toujours un peu en Dieu, mais et croient aussi à la rigueur, et que dans certains cas, on dit, écoutez, comme le disent les Anglais, si on vous donne quelque chose, vous en avez pour une semaine. Si on vous donne rien, vous en avez pour 8 jours. C'est une excellente formule de fin. Merci beaucoup Jean de Kervasboué, merci beaucoup Yann Philippin d'être venu réagir à ce documentaire sur les laboratoires pharmaceutiques, documentaire qui fait débat et qui va continuer, j'en suis sûre, de faire débat sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis.